Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Thierry Santa, le président du Rassemblement, qui est également membre du gouvernement. Thierry Santa, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, l'actualité politique est dense ces derniers jours, à la suite de la visite de Jean-François Carenco et des nombreuses réactions qui ont été publiées depuis. Vous-même, vous avez rencontré le ministre comme président du Rassemblement. Qu'est-ce que vous retenez de cette visite? Est-ce que elle s'est bien passée? Est-ce que c'est un bilan positif? Est-ce qu'il a rempli sa mission à l'issue de ces 5 jours? Je pense que l'avenir nous le dira. À l'issue de son séjour, il a fait un certain nombre de déclarations. Il a évoqué la séquence parisienne qu'il était censé avoir calée avec tout le monde, avec des rencontres bilatérales dans un premier temps et surtout trilatérales ensuite. Et je me rends compte, hélas, depuis quelques jours, qu'il y a une certaine cacophonie du côté des indépendantistes, où on n'arrive plus à savoir si ils vont à Paris, s'ils vont à Paris que pour parler des bilatérales. Enfin, les choses ont l'air de se compliquer. Donc je vous le redis, on verra dans les jours qui viennent si cette visite a porté les fruits que nous espérions. Vous-même, quand vous avez rencontré le ministre, vous aviez accepté de vous rendre à Paris parce qu'il est parti en disant tout le monde accepte de se rendre à Paris, peut-être dès le mois d'octobre. Vous lui aviez donné votre accord pour participer à ces discussions. Dès lors qu'on était prévu des trilatérales, bien sûr, c'est ce que nous demandons depuis maintenant de plusieurs années, que des discussions se tiennent pour évoquer l'avenir de notre beau pays. Donc bien sûr, dans ce cadre-là, il était évident que nous participerions à ces trilatérales. Maintenant, si à l'issue les choses ne se passent pas comme prévu, il faudra reconsidérer la question. Alors le ministre a proposé également, enfin l'État propose aujourd'hui de réunir un comité des partenaires plutôt qu'un comité des signataires. Différentes interprétations. Est-ce que ça veut dire qu'il considère que l'accord de Nouméa est terminé et que donc on parle plus de signataires? Vous êtes d'accord avec cette appellation? Elle vous convient? Vous savez, quelle que soit l'appellation que les uns ou les autres prendront, je pense qu'effectivement, l'objectif, c'est que nous arrivions à clôturer l'accord de Nouméa, donc, qui a été mis en place avec un comité des signataires qui était chargé donc, du suivi de la mise en œuvre de cet accord de Nouméa. Maintenant que nous devons nous projeter vers l'avenir et que nous devons nous pencher sur une nouvelle séquence de réflexion sur notre avenir, ça me paraît normal qu'effectivement, on crée un nouveau comité, alors, encore une fois, quel que soit son nom, avec les responsables politiques actuels calédoniens. Ça ne veut pas dire que je mets de côté les anciens. Les anciens auront aussi une place. Ils doivent partager l'expérience qui est la leur. Mais c'est normal qu'une nouvelle structure soit mise en œuvre pour réfléchir à cet avenir. Et ensuite, dès lors qu'un référendum nouveau de projet, une nouvelle organisation institutionnelle sera mise en place, que pourquoi pas qu'il y ait un autre comité encore qui soit créé. Mais voilà, je pense que les termes, pour moi, n'ont pas grande importance. L'importance, c'est que chacun se retrouve autour de la table maintenant le plus vite possible. On n'a plus de temps à perdre et qu'on puisse commencer à parler véritablement des sujets sur lesquels les Calédoniens nous attendent. Alors vous étiez d'accord pour une réunion tripartite, on va dire, une réunion des 3 partenaires, comme on avait l'habitude de dire. Est-ce que vous souhaitez également des bilatérales directes avec l'État? Et quel type de bilatéral? Puisque les indépendantistes apparemment ont obtenu les leurs. Est-ce que les loyalistes doivent en avoir? Est-ce que vous en voulez pour votre parti? Comment vous voyez les choses de ces discussions directes avec l'État? Moi, je vous redis, ce qui m'intéresse, c'est surtout la trilatérale. C'est ça le plus important. C'est que les 3 partenaires, État, indépendantistes et non indépendantistes, se regardent et se parlent. Et ensemble, qu'on avance sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce que les Calédoniens attendent. Ils sont fatigués de ces tergiversations des uns et des autres. Ils veulent qu'on leur donne des perspectives pour leur avenir, des perspectives pour leurs enfants, des perspectives pour le système économique, des perspectives d'avenir. C'est ça qu'ils attendent de notre part. Et donc il faut qu'on arrête de tourner autour du pot. Et je demande à mes collègues, à mes collègues élus indépendantistes de prendre leurs responsabilités et de venir à la table des discussions avec leurs propositions. Et c'est normal, comme nous viendrons avec les nôtres. Mais il va bien falloir à un moment donné qu'on se mette d'accord sur quelque chose de nouveau pour la Nouvelle-Calédonie, pour qu'on puisse se projeter vers l'avenir. Nous reviendrons sur ces propositions, mais je vous pose cette question sur la bilatérale parce que vous le savez, Calédonie Ensemble, dès le départ du ministre, a demandé des bilatérales pour chacun des groupes politiques représentés au Congrès et non pas loyalistes indépendantistes.
Ça vous paraît une bonne idée? Vous comprenez le sens de cette démarche? Alors, vous savez, Ou c'est aussi des tergiversations? je suis pas dupe. Le seul intérêt de cette communication de Calédonie Ensemble est de montrer aux Calédoniens que Calédonie Ensemble existe encore, et en particulier que Philippe Gomez existe encore. J'ai vaguement le souvenir, moi, d'il y a 2-3 mois de ça, des déclarations de Philippe Gomez qui se retirait de la vie politique calédonienne. Je constate que c'est pas le cas. Quand on voit la manière dont s'est passé son dernier comité politique ou conseil politique, le seul qui parlait s'appelait Philippe Gomez. Tous les autres étaient assis. Donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre les Calédoniens pour des lapins du jour. Ça n'avait que cet objectif-là, de montrer à nouveau que Calédonie Ensemble existait et continuera à exister, hélas. Alors, du côté des indépendantistes, maintenant, vous y faisiez allusion, il y a une certaine cacophonie. Dans un premier temps, ils disent avoir obtenu des bilatérales de la part de l'État pour parler de l'accession à la pleine souveraineté et du transfert des compétences régaliennes. Qu'est-ce que ça vous inspire après 3 référendums qui ont dit non à l'indépendance? Est-ce que ça a encore du sens? Et est-ce que vous croyez que l'État leur a vraiment accordé ça comme ordre du jour? De toute façon, je n'imaginais pas autre chose de la part du FLNKS, hélas, malgré, comme vous venez de le dire, le choix exprimé clairement par les Calédoniens de rester au sein de la République française. Ils ont gardé cette posture politique qui est la leur. Nous, ça ne nous empêchera pas de débattre à Paris avec notre volonté, nous, de respecter la volonté des Calédoniens, mais au-delà du respect de la volonté des Calédoniens, de porter cette conviction qui est la nôtre, qu'une Calédonie française, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est parce que nous sommes français que nous avons une paix civile ici en Nouvelle-Calédonie. C'est parce que l'État exerce ses compétences régaliennes de sécurité publique, de justice, que nous avons une paix civile ici en Nouvelle-Calédonie, que nous arrivons à éviter que des conflits, parfois même intra-ethniques, je pense à Maré, je pense à Bélève, je pense à Yengen, ne dégénèrent. C'est parce que nous sommes français. Et ensuite, parce que le fait d'être français, c'est ce qui nous protège aussi de l'extérieur. C'est ce qui nous a protégés de la crise sanitaire que nous avons vécue. Heureusement que l'État était près de nous, et ce qui a permis d'éviter que le bilan soit plus grave que celui que nous avons, hélas, vécu, hélas. C'est ce qui nous protège des grands prédateurs internationaux. Le fait d'être français, les grandes usines internationales mondiales n'appliquent pas les mêmes règles en Afrique qu'ici en Nouvelle-Calédonie. C'est parce que nous sommes dans un état de droit que nous faisons respecter notre droit à l'environnement, notre droit du travail, en matière d'hygiène, de sécurité. Et enfin, ça nous protège dans le contexte géostratégique actuel des velléités expansionnistes de la Chine que tout le monde connaît aujourd'hui, en particulier dans le Pacifique. C'est ça qui fait que le fait d'être français est ce qu'il y a de meilleur pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est ce que nous défendrons, que l'État, dans le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie, garde l'exercice de ses compétences régaliennes. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Pas d'ambiguïté en vous entendant, vous souhaitez... C'est pas une surprise et c'est pas nouveau que la Calédonie reste dans la France. On vous a fait un procès ces derniers jours, alors peut-être un mauvais procès, parce que dans un post sur Facebook, vous avez utilisé l'expression de la volonté de la majorité des Calédoniens de garder des liens avec la France. La sémantique, c'est important, les gens sont très sensibles. Garder des liens avec la France, c'est pas exactement la même chose que rester français. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Est-ce que c'est une formule malheureuse? Est-ce que on vous fait un mauvais procès? Non, mais c'est important. La question est vraiment importante parce que, en m'exprimant de cette façon-là, je faisais référence à un sondage que l'État a réalisé en début d'année dernière, en début d'année 2021, dans lequel apparaissait une volonté largement majoritaire. Je dis bien largement majoritaire parce que ça représentait à peu près 80% des Calédoniens. Ce sondage était représentatif de la population calédonienne. 80% de la population calédonienne voulait garder un lien avec la France. Donc ça va bien au-delà des 53% qui ont voté non à l'indépendance et qui veulent, eux, clairement que la Calédonie reste française. Calédonie française, ça veut dire une Calédonie où l'État exerce les compétences régaliennes. C'est ça que ça veut dire. Mais une bonne partie supplémentaire veut aussi garder un lien avec la France. C'est pour ça que j'ai exprimé les choses de cette façon-là, en disant que, en ayant ça à l'esprit, en ayant également à l'esprit un autre élément qui sortait de ce sondage, une volonté aussi de poursuivre sur le chemin de l'émancipation de la Nouvelle-Calédonie d'une large majorité des Calédoniens, qui allait au-delà des 47% qui ont voté oui à l'indépendance au deuxième référendum. C'est celui-là que je prends comme référence. Pareil, on était bien au-dessus, à 70-75% de la population. Il faut garder ces deux éléments-là à l'esprit pour trouver la solution
qui permettent à chacun de se sentir reconnu dans ses attentes, dans ses revendications. Et ça, c'est ce que j'appelle, ça aussi, ça m'a été reproché, une Calédonie émancipée dans la République. Une Calédonie émancipée dans la République, c'est une Calédonie où l'État exerce les compétences régaliennes, continue à exercer les compétences régaliennes, et qui avance sur le chemin de son émancipation. Être émancipé, ça ne veut pas dire couper les liens avec sa famille, hein. Ça veut dire être responsable de ses actes. Quand on prend une décision ici en Nouvelle-Calédonie, il faut qu'on en assume les conséquences. Je vous donne un exemple simple, Madame Noire. En 2010-2012, la Nouvelle-Calédonie a voté un certain nombre de régimes sociaux. À l'époque, c'était la majorité Calédonie Ensemble qui était aux responsabilités. Sans qu'on prévoie en face les recettes nécessaires au financement de ces régimes sociaux. C'est totalement irresponsable. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans la situation aujourd'hui que nous connaissons, avec un déficit de nos comptes sociaux qui est gigantesque et auquel il va bien falloir qu'on fasse face. Émancipation, c'est plus un synonyme d'autonomie, éventuellement. C'est effectivement être responsable de son autonomie. Quand on a la responsabilité d'un certain nombre de compétences, comme c'est le cas aujourd'hui, il faut qu'on soit capable d'assumer ces compétences, les assumer humainement, techniquement et financièrement. C'est ça qu'il faut faire. C'est une question d'honnêteté, c'est une question de dignité. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui prennent des décisions aujourd'hui et qui demandent à quelqu'un d'autre de les assumer. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. C'est ça la notion d'émancipation, être responsable et assumer ses choix. Pour en revenir aux indépendantistes et à tout ce jargon qui entoure une éventuelle reprise des discussions politiques, des discussions sur l'avenir, les indépendantistes dans le bureau politique du FLNKS a parlé d'une convention politique qui serait réunie à Paris. Il ne parle pas de comité des partenaires, mais d'une convention politique. Le ministre vous en a parlé, et qu'est-ce que c'est que cette convention politique-là? Pour le coup, c'est un terme nouveau, quoi. C'est ce que le ministre m'a expliqué effectivement quand on s'est rencontrés, où il m'a expliqué que les choses allaient se passer en 2 temps. Un premier temps donc à Paris, avec 2 séquences. Une première séquence bilatérale de ceux qui le souhaitaient, et une deuxième séquence trilatérale qui était destinée, et je crois que c'est ça qu'il appelle la convention politique, c'est cette séquence parisienne avec donc des responsables politiques de chacune des 2 tendances actuelles. Et cette trilatérale n'était pas destinée à commencer à travailler sur le projet de société calédonien. Elle était destinée à travailler sur le mode d'organisation, la composition, le planning du futur comité des partenaires. C'est un peu compliqué ce que j'essaie de dire, mais j'essaie de le dire le plus simplement possible. Donc une première séquence parisienne, bilatérale, trilatérale, en forme de convention politique, et ensuite des séquences suivantes avec un comité des partenaires qui aura, dans l'organisation et le fonctionnement, aura été défini par la convention politique qui aura eu lieu à Paris. Bon, alors, tout ça est si peu clair, malgré tout, et malgré vos efforts, c'est qu'on voit bien que chez les indépendantistes non plus, les choses ne sont pas bien comprises pour l'instant. On a vu les tensions assez fortes avec un communiqué de l'UPM, avec des questions qui sont posées aujourd'hui par l'UNI. C'est inquiétant qu'ils ne soient pas d'accord entre eux. Alors, ils ont vu le ministre ensemble, a priori, ils n'ont pas compris la même chose, ou ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur leur délégation, sur les thèmes à aborder. Comment est-ce que vous gérez ça? C'est un véritable capharnaüm quand même, je veux dire, avec tous les communiqués qu'on voit depuis quelques jours maintenant de la part des uns et des autres. Il y a même l'air Rassou, je crois, de l'UC qui a fait un communiqué. Enfin, ça devient un peu du n'importe quoi. Alors, la seule chose qui me réjouit, c'est que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus divisé chez les indépendantistes que ça ne l'est aujourd'hui chez les non-indépendantistes. On en parlera, si vous voulez, tout à l'heure. Mais c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que pour que les choses se passent au mieux dans les discussions d'avenir, il me semble que chaque sensibilité doit faire l'effort de se regrouper un minimum pour porter un minimum quelque chose de commun pour que ces discussions soient constructives. Plus on arrivera divisé à la table des négociations de demain, plus ça va compliquer ces discussions et ces négociations à venir. Dans le sens où il faudra qu'on fasse attention à la fois à nos adversaires qui seront face à nous, mais aussi éventuellement à nos partenaires qui seront assis à côté de nous. Et là, vous imaginez bien que c'est la meilleure façon pour créer une forme de surenchère dans la discussion et dans la négociation qui va compliquer énormément les choses. Alors, dans ce cadre qu'on vient de poser et de rappeler, dans cette espèce de cacophonie, est-ce que franchement vous pensez possible l'ouverture de discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie à 3 et à quelle échéance est-ce que c'est possible?
Mais ce n'est pas une question de possibilité, c'est que ça ne pourra pas se faire autrement. Vous savez, les 3 référendums qui viennent de se passer, personne ne peut ne pas en tenir compte. Les Calédoniens ont dit clairement leur volonté de rester au sein de la République française. Ça, c'est une évidence. Personne ne peut ne pas en tenir compte. Donc ça fera forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la partie de la population qui a décidé, qui a voté non à l'indépendance, aujourd'hui est légitime ici en Nouvelle-Calédonie, tout autant que ceux qui ont voté oui à l'indépendance. C'est ça que tout le monde doit comprendre et doit prendre en considération pour qu'ensemble, nous puissions être capables de dépasser nos antagonismes et de chercher ensemble cette solution d'avenir qui soit la plus proche possible, ou en tout cas la moins éloignée possible de nos postures politiques traditionnelles. Ça ne peut pas se faire autrement. Sinon, ça se terminera en guerre civile. Et je suis convaincu que personne ne veut aller à la guerre civile. Maintenant, si on montre notre incapacité, les responsables politiques que nous sommes, je le répète, ça se terminera pas bien ici en Calédonie. Ça rejoint, et c'est pas une surprise, le communiqué qu'a publié hier le sénateur Pierre Frogier. Il appelle à donner du sens à l'exception calédonienne. Il part du principe, effectivement, que vous venez de dire qu'il y a 2 légitimités ici et qu'aucune d'elles ne peut être contestée en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes d'accord avec cette feuille de route qu'il semble fixer en citant des droits, des devoirs, les devoirs des élus aujourd'hui de trouver une solution? Ah mais je partage complètement le discours que Pierre met dans ce communiqué, qui consiste à dire qu'il faut qu'on soit à la hauteur de nos anciens, ça c'est vrai, qui consiste à dire qu'il faut qu'on soit capable de mettre de côté nos antagonismes pour rechercher ensemble une solution d'avenir, et qui consiste à mettre en avant cette singularité calédonienne. Moi je la considère, quand j'évoque à nouveau cette notion de Calédonie émancipée dans la République, je pense que c'est une manière de prendre en considération cette singularité effectivement calédonienne. Donc je partage complètement le communiqué du sénateur Frugier. Alors vous parlez d'obligation de se mettre autour de la table. Je vous demandais à quelle échéance. Ça, on n'a pas de réponse encore parce que on a l'impression quand même que on patine un peu, on tourne en rond, on perd du temps. Jean-François Carenco, en plus, a remis en cause le référendum de projet prévu, enfin la date en tout cas, de juin 2023. Ça vous a pas étonné, vous étiez même plutôt d'accord. Le Rassemblement n'a jamais vraiment adhéré à cette date de juin 2023. Enfin, c'était pas pour vous un élément incontournable. Ah ben, on a été les premiers, hein, je le rappelle, parce que peut-être que beaucoup l'ont oublié, à dire dès le lendemain du 3e référendum que, en tout état de cause, les 6 premiers mois de l'année au moins, 2021 donc, n'allaient servir à rien, puisqu'on était en campagne présidentielle d'abord et législative ensuite, et donc rien n'allait se passer pendant ces 6 premiers mois. C'est la raison pour laquelle le Rassemblement a mené, par exemple, nos conventions citoyennes pour que, malgré tout, ça serve à quelque chose. Mais en termes de discussion politique sur l'avenir, il était évident que rien n'allait se passer pendant ces 6 premiers mois. On constate que ça va même au-delà des 6 premiers mois, hein, puisqu'on est au mois de septembre et rien n'a commencé encore. Et donc, dès lors qu'on avait ça à l'esprit, il paraissait difficile de tenir à la lettre ou à l'échéance près la proposition qui avait été faite d'envisager un référendum de projet au mois de juin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas à 1 mois près ou 2 mois près. L'objectif, c'est d'abord d'arriver à trouver cet accord politique pour dégager cet avenir que les Calédoniens attendent, avant de faire ce fameux référendum qui entérinerait cet accord politique. Donc s'il faut prendre 1 ou 2 mois de plus, c'est pas grave. Par contre, ce contre quoi il faut s'opposer, clairement. Les indépendantistes, c'est pas compliqué, hein, la stratégie aujourd'hui que les indépendantistes essayent de mettre en œuvre. Ils essayent de faire traîner les choses au maximum, et en l'occurrence jusqu'aux prochaines élections provinciales. Pourquoi ? Parce que Ils sont prévus en mai 2024 Ils sont prévus en mai 2024. Pourquoi ? Parce que c'est pour eux une manière d'espérer avoir une majorité encore plus importante que celle qu'ils ont aujourd'hui. En faisant en sorte que des nombreux, hélas, Calédoniens quittent le territoire, et c'est effectif. On a 18 000 personnes qui sont parties ces 5 dernières années de Calédonie. En faisant en sorte, bien sûr, que les équilibres actuels de l'accord de Nouméa persistent, où il y a, vous le savez, une surreprésentativité des indépendantistes dans les institutions territoriales.
en faisant en sorte, pourquoi pas aussi, que certains électeurs des îles ou du Nord s'inscrivent en province sud pour encore augmenter le nombre d'élus indépendantistes en province sud. C'est ça la stratégie du FLNKS. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est de faire traîner les choses jusqu'aux prochaines élections provinciales pour avoir une majorité encore supérieure. Ça, par contre, il faut que les choses elles soient claires. Et c'est peut-être le reproche que je ferai à l'État, ou en tout cas aux représentants de l'État, c'est que c'est pas suffisamment clair en la matière. C'est-à-dire que si rien ne se passe jusqu'aux prochaines élections provinciales, il faut que l'État dise clairement que ces élections se tiendront avec un corps électoral totalement ouvert. Parce que c'est ça que dit la loi. C'était provisoire. C'était dans le cadre de l'accord de Nouméa. Donc on termine l'accord de Nouméa. On a déjà fait une mandature de plus que ce qui était prévu. Il faut quand même le rappeler. Et il est hors de question qu'il y ait une mandature encore supplémentaire. Donc il faut que l'État soit très clair sur le sujet et qu'il affirme que si rien ne se passe, si un nouvel accord n'est pas trouvé avant les élections provinciales, et bien à ce moment-là, les élections provinciales se tiendront avec un corps électoral totalement ouvert. Peut-être que ça incitera nos partenaires adversaires indépendantistes à venir autour de la table. Ça peut être acté de cette manière-là, où il va falloir forcément une révision de la Constitution. Enfin, on a cru comprendre que c'était pas simple de réouvrir brutalement le corps électoral, même si ça paraît évident à l'issue d'une période transitoire. Ah bah si les choses ne sont pas faites au niveau politique, de toute façon, elles se feront au niveau judiciaire. Parce que je connais beaucoup de Calédoniens qui n'hésiteront pas à faire des recours pour faire en sorte que cette disposition soit effective. Et le ministre, lui, vous le disiez, il est resté très prudent sur cette question. C'était pour pas jeter de l'huile sur le feu, peut-être ou... Probablement. Mais je pense qu'au contraire, ça serait peut-être une manière de faire avancer les choses. Admettons qu'on arrive à mettre tout le monde autour de la table. De quoi est-ce qu'il faut parler? Quels sont les thèmes qui doivent être abordés? Est-ce que vous êtes toujours dans l'optique de rechercher une solution consensuelle, un nouvel accord, un accord définitif même, enfin un statut définitif de la Nouvelle-Calédonie? C'est ça qui va se décider dans les mois qui viennent? Il faut qu'on arrive à trouver un accord politique sur une nouvelle organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie qui soit, j'allais dire définitive, mais pour dire peut-être les choses autrement, qui soit sans échéance. Voilà. Parce que il est évident que cet accord doit prévoir une Calédonie au sein de la République française, mais ça n'empêche pas d'avancer sur le chemin de l'émancipation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais on ne peut pas non plus faire fi de la réalité onusienne qui prévoit que tous les peuples le principe d'autodétermination est toujours présent. On ne peut pas faire fi de la Constitution française, qui prévoit également ce principe d'autodétermination. Donc, dans ce futur statut d'avenir, je ne vois pas comment on pourra éviter des dispositions qui permettraient à terme, un jour, à nouveau cette expression, ou en tout cas cette démarche de volonté d'émancipation ou d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Sauf si la Nouvelle-Calédonie était retirée de la liste des pays à décoloniser, mais ça semble pas être à l'ordre du jour pour l'instant. Si la majorité, la grande majorité des Calédoniens le décident, ça peut tout à fait s'envisager. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est les Calédoniens de demain qui décideront de leur avenir. Moi, ce que je sais, c'est que les Calédoniens d'aujourd'hui, qui sont des parents, des grands-parents, qui ont en tête l'avenir de leurs enfants, savent que la meilleure des choses pour la Nouvelle-Calédonie, c'est de rester au sein de la République française. Ce que j'espère, c'est que leurs enfants, leurs petits-enfants, aient également cette conscience-là, surtout dans l'évolution du monde de demain. Mais je ne peux pas le garantir. Je ne peux pas dire aujourd'hui que la génération de demain, d'après-demain, d'après-après-demain, aura la même vision que moi. Je ne sais même pas comment sera le monde de demain. Peut-être que la France n'existera pas, que ça deviendra l'Europe. Ou au contraire, peut-être que la France sortira de l'Europe. Je vous dis n'importe quoi en l'occurrence. Je vous dis juste que personne aujourd'hui ne peut dire ce que sera le monde de demain. Et donc, à la population calédonienne du moment de prendre les décisions qui lui incomberont à ce moment-là. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que le mieux pour les Calédoniens, c'est que nous restions français, le plus longtemps possible, et si possible même indéfiniment, avec un statut qui permette cette garantie de durée et pas d'échéance. Si on a une échéance à nouveau, on se retrouvera à nouveau dans la même situation que celle que nous vivons aujourd'hui, où pendant 30 ans, on a un peu évolué les uns vers les autres, et on s'est retrouvé avec une échéance binaire à la fin, où tout le monde est reparti dans ses pénates, dans ses postures, et ça a explosé à nouveau, et finalement dans les mêmes proportions que ce que ça existait il y a 30 ans. Quoi. Il ne faut surtout pas reproduire cette situation-là. Donc il faut un statut définitif,
dans lequel, malgré tout, soit prévue une clause d'autodétermination, parce qu'on ne peut pas faire autrement, en espérant que les générations futures n'utiliseront pas cette clause, parce qu'elles auront conscience que le meilleur pour la Nouvelle-Calédonie restera de rester au sein de la République française. Est-ce que le Rassemblement va poser quelque chose sur la table, un vrai projet de statut ou des vraies propositions très claires, ou est-ce que ce sont l'ensemble des loyalistes qui vont arriver ensemble à déposer un projet? Vous en êtes où là, puisque le temps passe encore une fois? On travaille déjà depuis quelques semaines avec nos partenaires, que sont Pascal Vittori de Tous Calédoniens, qui est notre partenaire maintenant depuis très longtemps, mais également Pascal Lafleur depuis quelques semaines, donc je le disais, sur cette réflexion sur l'organisation institutionnelle future. C'est quand même deux choses différentes. Le statut, c'est-à-dire le lien de la Calédonie avec la France, c'est ce que j'appelle moi la relation statutaire, c'est une chose, mais après vous avez tout le travail à mener sur l'organisation institutionnelle interne de la Nouvelle-Calédonie. Et ça suppose une vraie réflexion de fond, avec une réflexion sur les modalités d'organisation des différentes institutions institutionnelles, provinciales, territoriales, la répartition des compétences entre ces différentes institutions, les modalités de financement de ces différentes institutions et de leurs compétences, les modalités d'élection de ces institutions. Il est évident qu'il faut qu'on sorte de l'aberration dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où le Congrès et le gouvernement ne sont pas représentatifs de la réalité démocratique de la Nouvelle-Calédonie. C'est tout ça qu'il va falloir aussi, sur lequel il va falloir se pencher dans le cadre des négociations à venir. En plus donc de la relation statutaire avec la métropole. Donc nous travaillons là-dessus. L'objectif, c'est que nous partagions le fruit de cette réflexion avec nos autres partenaires non indépendantistes, en particulier les loyalistes. Ça fait déjà 2 réunions que nous avons ensemble, la dernière un peu plus tard que ce matin, avec l'objectif de se rencontrer régulièrement maintenant pour partager de plus en plus ces réflexions et essayer de trouver ensemble cette colonne vertébrale commune que nous porterons lors des négociations d'avenir. Il y a beaucoup de points de convergence quand même, on imagine. Le constat qui est fait aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de points de convergence. Après, il reste encore des quelques discussions sur quelques points qui ne sont pas forcément non plus négligeables. Vous parliez de Pascal Lafleur, c'est à titre personnel, on sait qu'il était réapparu sur la scène politique à l'occasion des élections législatives et depuis, c'est à titre personnel qu'il s'associe à ces discussions. En l'occurrence, il n'a pas de parti politique, il n'appartient pas à un parti particulier pour l'instant. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est présent à chacune de nos réunions là, depuis 3 semaines maintenant, 3 semaines, pardon, que nous voyons maintenant très régulièrement et qui participe à chacune de ces réunions. Et globalement, à l'échelon des loyalistes au sens large, les relations sont plutôt bonnes ou elles sont au niveau de celles des indépendantistes entre eux, mais vous êtes plus discret Comment ça se passe? Quelle est l'ambiance aujourd'hui? On les a connus tendus à un moment. Pour être très honnête avec nos auditeurs, les relations avec nos collègues loyalistes se sont nettement apaisées et j'espère que ça continuera dans ce sens. Par contre, vous avez compris qu'avec Calédonie Ensemble, c'est un peu plus compliqué. Et au gouvernement, pour conclure cet entretien, Thierry Santa, vous êtes membre du gouvernement, vous en avez été président, tout le monde le sait. Quelles sont les relations? Parce que là aussi, il y a eu quelques tensions. Vous vous êtes plaint à un moment d'un manque de collégialité du gouvernement Mapou. Ça va mieux là aussi ou non? Très honnêtement, les choses se sont beaucoup apaisées ces derniers mois. J'ai le sentiment maintenant que la majorité indépendantiste entend et écoute davantage les propositions que nous faisons. J'en veux pour preuve les dernières discussions, par exemple, sur la future décision modificative qui va être présentée au Congrès, décision modificative du budget, pardon, qui va être présentée au Congrès bientôt, qui prend en considération toutes les demandes que nous avons formulées. Ce qui était déjà le cas du budget supplémentaire, même si après, pendant les débats dans l'hémicycle, vous le savez, certains ont voulu rajouter des choses par amendement. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, les demandes que nous avions formulées au gouvernement avaient été prises en compte. La raison pour laquelle nous avons voté pour ce budget supplémentaire. Donc voilà, j'ai le sentiment que les choses se passent mieux, que la prise en considération est meilleure que celle que nous avions, hélas, connue en début d'année, fin d'année dernière, début de cette année, où là, en l'occurrence, il n'y avait aucune prise en considération, pour être clair. Faut espérer que les choses continuent comme ça. Ça nous a permis de, par exemple, voter à l'unanimité les 2 derniers textes importants que sont la redevance d'exportation minière et la redevance d'extraction, pardon, et la taxe d'exportation minière,
qui a été voté à l'unanimité des membres du gouvernement, parce que c'est quelque chose que les Calédoniens attendent depuis longtemps. J'avais été à l'origine, je ne sais pas si les Calédoniens s'en souviennent, des lois de pays il y a 2 ans de ça, qui nécessitaient ensuite des délibérations d'application. C'est ce que nous avons adopté mercredi dernier. Et le tout, maintenant, va être débattu au Congrès et j'espère voté au Congrès à l'unanimité. Et la taxe sur les plus-values immobilières, ça, en revanche, ça Là, fait on en est débat qu'au encore début de la démarche. Le texte a été donc validé comme étant un avant-projet de loi du pays. Sans vouloir être trop technique, c'est vraiment le début du parcours légistique d'un texte. Maintenant, ça doit partir au Conseil d'État, ça doit être débattu dans les instances consultatives, avant de revenir au gouvernement pour être adopté par le gouvernement, pour ensuite être débattu au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc, vous voyez qu'on en est qu'au début. Donc le texte a été adopté. Moi, je suis intervenu en séance pour indiquer à mes collègues indépendantistes que je n'ai pas le sentiment que ce soit la priorité des priorités, même si c'était un élément qui apparaissait dans l'annexe 6 de l'emprunt que j'ai moi-même signé de 28 milliards pour aider la Calédonie à gérer la crise sanitaire et à équilibrer nos comptes sociaux. Mais que ça ne me paraissait pas être l'urgence du moment. Ce qui me paraissait le plus urgent, c'était de réfléchir à la manière de combler les déficits de nos comptes sociaux avec la TGC, comme je l'avais porté à l'époque, entre autres. La taxe sur les plus-values immobilières, ça ne me paraissait pas être le plus urgent. On a malgré tout accompagné le texte pour qu'il continue son parcours légistique et on en reparlera au moment de sa deuxième lecture au gouvernement quand il sera là. Et le Rassemblement, comment va-t-il? Vous en êtes le président. Alors, on sait, là aussi, c'est un peu compliqué, pas pour le Rassemblement, mais dans la famille loyaliste, il y a eu des recompositions, des regroupements, des séparations, il y a une confédération loyaliste ensemble, il y a des loyalistes, il y a Calédonie ensemble, il y a l'Avenir en confiance, il y a le Rassemblement. Vous vous en sortez, vous arrivez à exister et le Rassemblement arrive à avoir sa vie propre au milieu de tout ce paysage politique? Alors, le Rassemblement... Vous n'avez pas de groupe au Congrès, il y a un groupe Avenir en confiance, mais qui n'est Oui. pas intitulé Rassemblement, par exemple. Effectivement, parce qu'il n'est pas composé que de membres du Rassemblement. Mais le président du Rassemblement que je suis, il a la responsabilité de faire en sorte qu'effectivement, les débats, si débat il y a, qu'ils se tiennent au sein des instances du parti. Chacun a le droit d'exprimer son opinion à tout moment. Et qu'ensuite, après cette discussion interne, que des positions soient actées par le parti politique pour ensuite être portées par tous les représentants du mouvement. C'est ça ma responsabilité de président, c'est de m'assurer que tout le monde est bien dans cette démarche-là et qu'il n'y ait pas de dissonance dans l'expression externe de la part des différents représentants du parti politique. Donc c'est ce que je m'efforce de faire et que je continuerai à m'efforcer de faire demain. Pour conclure, le mois d'octobre, c'est un mois qui va servir à amorcer le dialogue, à votre avis? Ou est-ce que le calendrier annoncé par Jean-François Carenco est d'ores et déjà obsolète? J'espère que ce n'est pas le cas. J'espère qu'effectivement, ce mois d'octobre marquera le début de ces discussions à trois, comme je l'ai exprimé pendant notre interview, parce que les Calédoniens en ont besoin, parce que la Calédonie en a besoin, parce que le monde économique en a besoin, parce que les parents en ont besoin pour leurs enfants, parce que les gens ont besoin qu'on réponde aux vraies questions qui les perturbent tous les jours. Je parle des problèmes de vie chère, je parle des problèmes justement d'équilibre des comptes sociaux, de maintien de nos régimes sociaux, je parle de l'équilibre des comptes publics. C'est aussi des questions là auxquelles les Calédoniens attendent de notre part des réponses claires. Et pour ça, il faut qu'on ait de la stabilité, il faut qu'on ait de la perspective, il faut que les gens sachent comment ils vont vivre demain, dans quel cadre institutionnel et quelle organisation sociétale ils vont vivre. Il faut que les gens sachent quel régime fiscal va être mis en place demain, en particulier le monde économique, qui a besoin de cette profondeur de visibilité pour faire ensuite les investissements nécessaires, pour ensuite créer les emplois nécessaires, pour ensuite relancer le système économique. Voilà, c'est de tout ça dont on a besoin et on n'a plus de temps à perdre, je le répète, on est dans une situation aujourd'hui très très compliquée et si on est des responsables politiques responsables, on doit tout faire pour sortir de cette situation actuelle. Thierry Santa, président du Rassemblement, merci d'avoir accepté notre invitation ce midi. Merci pour l'invitation. C'est la fin de ce magazine Transparence, un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Il sera disponible dans un instant en audio et vidéo sur notre site internet. Passez une excellente après-midi. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.